Donc ici, on va essayer de parler un petit peu de la terrasse en bois et de voir quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une terrasse de qualité. Une terrasse de qualité, c'est une terrasse qui répond grosso modo à deux critères. C'est une terrasse qui va durer dans le temps et c'est une terrasse qui va être stable, c'est-à-dire qui ne va pas gondoler, qui ne va pas se tordre. Voilà en gros la terrasse de qualité. Je suis également président de l'association Terrasse Bois qui représente la filière des poseurs de terrasses poseurs de terrasses et industriels de la terrasse bois en France. On a un certain nombre de situations qui définissent des catégories de terrasses. Le fonds de commerce, c'est les terrasses des années 70-80 couvertes avec des dalles gravillonnées qui sont moches, qui ont vieilli et qu'il faut rénover parce que c'est vrai qu'elles ont fait leur temps. Donc des terrasses sur un support dur, c'est bien sûr la situation de pose la plus facile. Support dur, c'est des dalles béton, du carrelage, voilà. On a dans le même esprit des terrasses sur étanchéité, donc le toit terrasse de l'immeuble, bien entendu les jardins, hein, donc vous avez votre salon qui s'ouvre sur le jardin et on va créer une terrasse sur terrain naturel. C'est évidemment la situation qui est un peu plus compliquée puisque on va éviter de bétonner le sol pour créer une terrasse bois. Donc on pourra éventuellement discuter un peu de la manière dont il faut s'y prendre et surtout la manière dont il ne faut pas s'y prendre quand on veut créer une terrasse sur terrain naturel. Ce type de terrasse, c'est à moitié à discuter puisque là il s'agit d'un ouvrage de charpente. Donc les terrasses en hauteur, typiquement en région parisienne, on a beaucoup de maisons des années 1900 ou 1920 où les pièces de vie étaient au premier étage et pour aller dans le jardin, il faut passer par le sous-sol. Donc les clients nous demandent d'installer une terrasse au premier étage avec un escalier et qui va donc ensuite connecter le séjour, les pièces de vie avec le jardin qui était auparavant principalement utilisé pour étendre son linge. Donc ces ouvrages sont un peu plus complexes parce qu'on crée une charpente en dessous bien sûr et puis donc il faut cette compétence multiple de charpente et puis de création de platelage. Plus le savoir-faire pour faire un escalier et installer un garde-corps. Puis entre les deux, on a les terrasses un peu entre deux, à mi-hauteur. Parce que le terrain descend, il y a une butte, donc au niveau du seuil, on démarre à 0, et puis au fur et à mesure que le terrain descend, on se retrouve à plus ou moins 1 mètre, comme ici. On a les piscines. Où là il y a beaucoup à faire et c'est pareil, les piscines finalement il s'en construit pas mal, il s'en construit ou il s'en reconstruit pas mal et les gens ils aiment bien avoir un deck autour de leur piscine, il faut dire que c'est assez sympa et une terrasse en bois, un deck en bois autour de cette piscine comme celui-là, nous on trouve que c'est au moins aussi sympa que si c'était de la pierre reconstituée. Alors, la terrasse en bois, nous on trouve que ça a que des avantages évidemment. Il faut dire que c'est un parement, le platelage bois, hein, puisqu'on dit terrasse, mais quand même la terminologie c'est un platelage, c'est-à-dire des lames de terrasse et des lambourdes qui sont appuyées sur un support. Donc c'est un ouvrage de parement, même si on marche dessus. C'est une construction légère qui ne nécessite pas de béton pour la mise en œuvre. C'est toujours beau, c'est toujours durable quand c'est bien fait. C'est pas sensible au gel, contrairement aux terrasses carrelées. Tout le monde, finalement, peut avoir besoin d'une terrasse, que ce soit en appartement, sur un balcon, même un petit balcon dans une maison ou en HLM. On peut avoir une belle terrasse ou un petit balcon avec un platelage. Et également, pour toutes les situations un petit peu tordues où le terrain est un peu dans tous les sens et on ne va pas bétonner 50 mètres carrés de terrain vallonné, on peut comme ça aménager des espaces pour pas trop cher et assez facilement. Inutile de dire ici que le bois stocke le CO2. Bref, c'est une mise en œuvre qui semble assez simple. Voilà. Parce
que finalement, on a beaucoup de clients qui nous appellent parce qu'ils veulent construire leur terrasse en bois. Dans leur idée, ils vont prendre leur scie sauteuse, couper des lambourdes, les poser plus ou moins vite fait sur le sol. On ne sait pas trop comment ils vont caler, puis visser des lames dessus avec leur visseuse de chez Leroy Merlin, et tout va bien. Bon, donc sur le principe, ça semble assez simple. Ça l'est si on se renseigne, mais finalement, c'est pas si simple. Parce que malheureusement, la terrasse en bois est sujette à une forte sinistralité, très forte sinistralité. Là, par exemple, c'est du résineux qui a visiblement pas très bien séché, qui a été fixé avec des fixations latérales, des clips, qui n'ont pas vraiment assuré le coup. Donc ça s'est un peu déformé, on trouve que cette photo est assez spectaculaire, elle fait toujours son petit effet. Ça c'est pour les résineux, mais pour pas faire de jaloux, j'en ai autant pour les feuillus, du Kumaru. Bon, aujourd'hui ça se trouve moins, parce que là c'est du Kumaru qui visiblement avait mal séché, enfin n'était pas suffisamment sec, puisque, pour le rappeler, une terrasse en bois, quand elle est mise en œuvre, elle doit être à peu près à 18%, le bois doit être à moins de 18%, ce qui n'était certainement pas le cas des lames de terrasse qu'on voit là, en Kumaru, qui est un bois qui est extrêmement dense, qui est extrêmement durable, mais si on maîtrise mal le séchage, voilà ce qui se passe. Alors, le Kumaru, là on vient de voir des problèmes de stabilité. Donc, les lames de terrasse, elles se sont déformées. Sur le Kumaru, elles se sont déformées, mais elles resteront éternellement comme ça. Elles ne vont pas pourrir. Bon. On a le deuxième cas de sinistralité, c'est les attaques fongiques. Ça pourrit. Les attaques de champignons. Et là, bien sûr, on a une terrasse en pin traité, sans doute un peu ancienne, peut-être avec un traitement qui n'était pas aussi performant qu'il aurait fallu, ou aussi bien fait, mais surtout avec des lambourdes et des lames de terrasse en contact avec le sol. Donc ça, forcément, c'est extrêmement préjudiciable. J'ai vu des terrasses dans cet état-là au bout de 7-8 ans. Donc c'est assez impressionnant. Alors ça, évidemment, quand on a des matériaux de mauvaise qualité mal mis en œuvre, ça se passe mal. Et puis, il y a également les artistes. Ça, c'est une terrasse sur étanchéité. Donc ça, c'est les terrasses de maçons. Hein. Moi, je ne fais pas de maçonnerie, personnellement, parce que j'estime que ce n'est pas mon métier. Mais les maçons qui se lancent dans les terrasses, on voit souvent ça. Donc là, c'est vrai qu'ils ont quand même réussi sur une seule photo à avoir des points de rétention d'eau, puisque l'eau va se glisser dans les plots béton, vont baigner dans les lambeaux, dans les solives qui d'ailleurs n'ont pas vraiment pourri. Elles sont même pas aboutées ensemble, ce qui fait que on voit qu'ils ont calé les bouts de solives par des cales en bois. Bref, ça forcément c'est pas super. Et on en voit beaucoup. Là, on en a démonté une terrasse chez un de nos clients. Il y avait des plots en béton comme ça. On a rempli quasiment une benne de plots en béton de ce type-là. Une benne pour 70 mètres carrés. Il n'y avait que des plots en béton partout. Enfin, des plots en béton. Des lambourdes noyées dans le béton. Ça, forcément, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas. Et puis, il y a des systèmes de fixation inefficaces. Hein, on en parlait tout à l'heure. Ben voilà, le pire des clips qu'on puisse trouver. J'espère que le fabricant n'est pas là, mais ça marche pas. Ça marche rarement, et en vérité, une grosse partie des sinistres qu'on voit, c'est des problèmes de mise en œuvre, mais c'est beaucoup. Ce type de clip est très souvent impliqué dans les sinistres qu'on peut trouver. Et comme évidemment l'annulité s'accompagne de l'annulité, les lames elles ont commencé à bouger. Du coup, ils ont mis des vis à placo à tête cruciforme pour renforcer. Et puis alors, ils n'ont pas pré-percé, du coup la lame s'est fendue. Donc on rajoute la catastrophe à la catastrophe. Et tout ça, c'est bien dommage parce que ça nuit à la terrasse en bois et qui peut avoir mauvaise réputation à cause de tous ces litiges. Et effectivement, une terrasse en bois qui n'est pas entretenue, ça glisse. Alors ça glisse pas parce que c'est du bois, ça glisse
parce que quand on met des lames de terrasse comme ça avec des petites rainures, des peignes soi-disant antidérapants, l'eau s'accumule sur le platelage, la mousse se développe et c'est la mousse qui glisse, c'est pas le bois. Les ponts de bateau sont en bois depuis 2000 ans et on n'a pas trouvé que ça glissait plus qu'autre chose. Du coup, bien sûr, ça glisse. Donc, dans l'esprit des gens, ça demande beaucoup d'entretien, ça pourrit, ça grise, même s'il n'y a pas de conséquences graves du fait que la terrasse grise. Par contre, c'est vrai que c'est cher. Une terrasse bien faite, ça coûte un peu d'argent, si on veut que ce soit bien fait. Bref, tout ça, comme ici on est au carrefour du bois, on aime bien défendre le bois, et c'est vrai que tous ces sinistres sont au détriment du bois et au profit des gens qui vendent plutôt des matériaux de synthèse, du bambou, des lames de terrasse en écorce de riz, du carrelage, bref. Les lames de terrasse en bois composite sont en plein développement, il faut le dire, mais il faut rester très prudent, s'agresser aux grandes marques, parce qu'il ne suffit pas de mélanger n'importe quelle biomasse avec du plastique pour faire une bonne lame de terrasse composite. Donc soyons très, très méfiants et très, très prudents quand on utilise ces produits. Et finalement, faire une terrasse en bois comme celle-là, en Padouk, qui a commencé un petit peu à griser, c'est pas si compliqué si on respecte quelques critères. Alors, on ne va pas au carrefour du bois se lancer dans des évidences, mais rester un tout petit peu technique au début, parce qu'une terrasse en bois c'est fait pour durer longtemps. Donc, il faut d'abord savoir quelle est la classe d'emploi de la terrasse, on va en parler dans une seconde. Il faut choisir les bons matériaux, il faut respecter les bonnes pratiques, et quand il y en a, et par chance on en a un, respecter les normes et les DTU. Et puis évidemment, travailler avec un peu de bon sens, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. La classe d'emploi, c'est probablement, je ne parle même pas de ce qu'on entend dans les grandes surfaces de bricolage, où bien sûr personne ne comprend rien, mais même chez les fabricants ou vendeurs de lames, chez les négoces, c'est sans doute la notion la moins bien comprise. Puisque en général, quand vous allez que vous demandez du bois, pour une terrasse, on vous dit du bois classe 4. Il faut comprendre que la terrasse, c'est un ouvrage qui est piégeant, c'est-à-dire que l'eau est à l'horizontale, tombe à l'horizontale, il y a des points de rétention d'eau entre la lame et la lambourde, là où l'eau tombe dans le trou pour la vis, il y a un petit point de rétention d'eau, il y a beaucoup de points d'insalubrité, il y a une humidité en sous-face qui peut être piégée, qui peut être très importante si la terrasse n'est pas suffisamment ventilée, et c'est précisément ça qu'on appelle la classe d'emploi, c'est-à-dire la classe d'emploi 4, c'est la situation du bois dans l'ouvrage. Ce n'est pas une propriété intrinsèque du bois, c'est le fait de dire que le bois, comme c'est marqué là, est en contact avec le sol ou avec une source d'humidification prolongée ou permanente. C'est ça la classe d'emploi 4. Ce n'est pas du bois classe 4, ce n'est pas du bois durable. C'est du bois qui, mis en situation de classe d'emploi 4, de classe de risque 4, c'est-à-dire en contact avec de l'eau, va durer longtemps. Puisque finalement, on pourrait prendre du sapin, le mettre en classe d'emploi 4, c'est-à-dire en situation de classe 4, c'est-à-dire sur une terrasse exposée, et on est toujours en situation de classe 4. Mais il ne va pas durer longtemps. Ce qui est tout à fait possible. Si on veut construire une terrasse pour quelques semaines, parce qu'il y a un événement juste là devant et qu'on sait qu'on va la démonter dans quelques semaines, on peut parfaitement construire une terrasse qui sera en situation de classe d'emploi 4, mais pour une faible durée de vie. Et donc, le DTU, contrairement à ce que beaucoup ont cru lire, dit bien, le DTU français, le DTU 51.4, dit bien que les platelages bois sont affectés en classe d'emploi 4, sauf ceux qui sont en classe d'emploi 3A, 3B, que moi personnellement, en presque 10 ans de terrasse, j'en ai jamais fait. Des terrasses en classe d'emploi 3A, 3B, c'est-à-dire protégées par un kiosque,
forcément, elles sont protégées. Donc, pour ceux qui s'intéressent au DTU, vous verrez qu'aujourd'hui, et cette partie-là est en révision dans notre DTU, on a 2 pages et demie ou 3 pages pour expliquer dans quelle situation on peut mettre des bois peu durables en situation de classe d'emploi 3A, 3B, qui est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais parce que c'est pas ça que les gens veulent. Et puis on a quand même une ligne dans le paragraphe que j'ai marqué pour dire toutes les terrasses qui ne sont pas aptes à la classe d'emploi 3A, 3B sont en classe 4. Donc 95% des terrasses sont en classe 4. Voilà. Donc les essences qui doivent être utilisées pour faire une terrasse durable doivent être des essences aptes à la classe 4. Voilà, j'espère que c'est clair. Ça n'a rien à voir avec la durabilité naturelle du bois, la durabilité intrinsèque. Alors, justement, quand il va s'agir de choisir les essences, les matériaux, on va pouvoir choisir des résineux avec un traitement de préservation. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement le pin classe 4. Donc avec un traitement de préservation qui le rend apte à la classe 4 pour une longue durée. C'est comme ça qu'il faudrait dire, mais non, c'est un peu long. On a des essences exotiques, compatibles avec la classe d'emploi 4. Je les ai un peu listées, celles qui nous semblaient les plus belles. Sachant qu'on peut encore une fois avoir des essences extrêmement durables, parmi ces essences exotiques, mais certaines qui sont moins stables, ou certaines qui ont des inconvénients. Par exemple, le Masarandua, qui est une essence extrêmement durable, est un peu moins stable que certaines autres qui sont listées là, et puis la surface a tendance à gercer, c'est un peu moins joli. Bon. Le Bilinga, que je n'ai pas marqué, qui est utilisé pour les lambourdes beaucoup, on peut faire des lames de terrasse avec, mais ça gerce énormément, donc la surface est toute fendue, c'est pas très joli, mais ça fonctionne. On a d'autres essences qui sont aptes uniquement à la classe 3, comme l'Iroko. Bon, c'est pas pour ça qu'elles vont s'écrouler dans 5 minutes. Hein, elles vont bien durer quelques années, peut-être même 10 ans, ce qui peut suffire. Mais quand on promet une très longue durée de vie, une grande stabilité, il faut savoir que ces essences ont été, analysées comme étant uniquement aptes à la classe 3, c'est-à-dire plutôt pour des situations de type bardage, où il y a une imprégnation légère et l'eau s'évacue. Pas de point de rétention d'eau. On a des bois de région, et malheureusement, en France, en Europe, la seule ou pratiquement seule essence apte à la classe 4, c'est le robinier, qui est très durable, mais extraordinairement instable. Donc il faut faire attention quand on utilise cette essence, mais le chêne et le châtaignier, indépendamment du fait qu'ils sont extrêmement tanniques et assez nerveux, sont normalement aptes uniquement à la classe 3. On voit des poteaux en chêne en Normandie qui sont là, ou des colombages qui sont là depuis des siècles. Ils sont en classe 3, il n'y a pas de rétention d'eau. On ne va pas parler, justement, des bois modifiés thermiquement ou des bois polymères, puisqu'ils ne sont pas visés dans notre DTU. On pourrait... il y a beaucoup d'autres matériaux qui peuvent être utilisés. Il y a beaucoup de gens sur les bois modifiés thermiquement qui se plaignent de problèmes de fragilité, de casse. Voilà. Et puis sur les bois composites, ceux qui prennent des grandes marques et des marques connues qui assurent des vraies garanties, ça fonctionne. Les matériaux d'origine chinoise ou de mauvaise qualité sont à éviter. En tout cas, clairement, aujourd'hui, notre DTU, parce qu'il est comme ça, ne vise que les bois massifs. Donc, risque de se répéter. En situation de classe d'emploi 4, quand on fait une terrasse en bois, un platelage, et qu'on veut une longue durée de vie, il faut soit des essences à grande durabilité naturelle, soit des essences avec une durabilité conférée, typiquement le pin traité, ou on en trouve maintenant d'autres procédés qui sont pas mal, comme la Koya qu'on a vu, ou le Keboni, qui ne sont pas des essences, mais qui sont des marques commerciales. La Koya, ce n'est pas un arbre. La stabilité du bois,
c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est-à-dire c'est propre à l'essence. Il y a des bois qui sont intrinsèquement stables, parce que le fil est droit, ils sont connus pour être stables. Mais il n'y a pas que ça. Pour faire une lame de terrasse qui soit stable, il faut également qu'elle soit correctement sèche. Donc il faut qu'au moment de la mise en œuvre, elle soit à 18% et pas plus. Peut-être 19, peut-être 20, mais sûrement pas 25. Il faut respecter le coefficient d'élancement. Le coefficient d'élancement, c'est le rapport entre la largeur et l'épaisseur. Donc selon les essences, le coefficient d'élancement a une certaine valeur. À titre d'exemple, on dit que pour l'IP, essence exotique, le coefficient d'élancement doit être maximum de 7. Donc pour une lame de terrasse qui fait 145 mm, enfin de 21 mm d'épaisseur, il ne faut pas qu'elle dépasse 145 mm de large. Si vous voulez plus que 145 mm de large, il faut augmenter l'épaisseur. Et du coup, vous augmentez le prix, puisque pour une même surface, vous avez plus de bois. Pour le robinier, qui est une essence donc de région, qu'on trouve ici, qui est très instable, le coefficient d'élancement doit être limité à 4. Donc, si vous prenez une lame de terrasse de 100 mm de large, il faut qu'elle fasse déjà 25 mm d'épaisseur, si on veut que ce soit stable. Toutes les terrasses en robinier que j'ai pu voir qui dépassaient ce coefficient d'élancement étaient sinistrées. Le mode de débit, évidemment, est très important. Bon, le débit sur DOS est toujours plus instable que le débit sur quartier ou faux quartier, évidemment, mais malheureusement, 80% des lames de terrasse qui arrivent dans un lot de bois sont débitées sur DOS, donc il faut faire avec, et c'est justement la difficulté de trouver des systèmes de fixation qui nous permettent d'avoir une terrasse bien stable, bien que on ait des lames de terrasse sciées sur DOS. La base de données du Tropix CIRAD, qu'on trouve sur Internet, vous donnera toutes ces informations sur les stabilités, sur le niveau de stabilité des lames, le coefficient d'élancement, ça se trouve dans une autre norme qu'on va citer tout à l'heure, et puis sur les niveaux les coefficients de retrait tangentiel et sur le point de saturation des fibres. Il y a quelques règles à respecter si on veut faire une terrasse en bois qui va rester stable et durable. Donc, bien sûr, là, je vous prends des contre-exemples. Donc, la première règle, c'est que le bois ne doit pas être en contact avec le sol. C'est quand même facile à retenir, et on a du mal à comprendre pourquoi on voit aussi souvent cette situation de solives ou de lambourdes posées avec des cales en bois, où des fois on voit la solive sur un plot plastique et sous le plot plastique on a une cale en bois. Bon, c'est un petit peu dommage, il aurait suffi de mettre au-dessus. C'est pas parce qu'on prend des très grosses sections qu'on se met à l'abri de risques d'attaque des champignons. Donc méfiance, ça peut vite partir. Ça c'est la première règle, on ne met pas de bois en contact avec le sol. La deuxième, c'est qu'on essaye autant que possible de ventiler sa terrasse. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe en dessous, parce que sous la terrasse, il y a de la terre, quand c'est de la terre, et l'humidité se retrouve piégée, et cette humidité va imprégner la sous-face de la lame, alors que la surface de la lame sèche un peu plus vite, et tout ça, ça crée à la fois des déformations et du tuilage. Donc cette déformation concave qui fait des petites flaques en surface de la terrasse, qui sont toujours peu appréciées par les propriétaires. Et puis cette absence de ventilation également favorise le développement des champignons et l'apparition de ce qu'on voit là avec des états de pourrissement avancés. Et c'est pas très facile de bien ventiler parce que nos clients la plupart du temps insistent pour qu'on mette des lames de rive, des lames qui vont habiller le côté de la terrasse, pour descendre jusqu'au dernier millimètre, pour pas qu'on voit en dessous comme si c'était un parquet. Donc il faut se battre avec nos clients pour les convaincre qu'à certains endroits, il faut laisser un peu d'air. Donc on essaie de laisser cet air, par exemple du côté des plates-bandes, des endroits où on ne voit pas, et là on essaie de convaincre le client qu'il ne faut pas mettre de lames de rive. Un moyen de le convaincre, c'est de lui dire qu'il va économiser de la surface
Le bois, il va économiser de l'argent. Donc, bien ventiler sa terrasse. La troisième règle, c'est qu'effectivement, il faut concevoir une structure qui est adaptée au support. On voit bien souvent, très souvent, partout sur Internet et puis dans la documentation, des terrasses qui sont installées avec des belles lambourdes bien parallèles, des plots en plastique partout, et pourquoi pas, et ça fonctionne. Nous, on trouve que la technique que vous voyez là, qui consiste à créer un lambordage croisé, une double structure, est bien plus efficace, permet de créer un plancher, un solivage extrêmement robuste, qui va résister à toutes les sollicitations du mouvement de sol, mouvement dans le bois, la lambourde qui travaille, la lame de terrasse qui travaille. Ça, c'est une technique qui permet de construire sa structure probablement 2 fois plus vite que si on avait un simple lambordage, de la caler d'une manière beaucoup plus efficace et de faire au final un ouvrage beaucoup plus robuste. On le fait partout, toujours, quand c'est possible et quand la hauteur nous le permet. Là, on a un exemple d'une terrasse sur une étanchéité. Je dirais, sur une étanchéité, c'est encore plus une raison d'utiliser ce type de technique, puisque la terrasse n'est pas ancrée dans le sol. Elle ne fait que reposer sur les plots en plastique qui sont flottants. Donc, si une lame de terrasse venait à travailler et à se soulever, elle pourrait emmener toutes les lambourdes qui sont en dessous. Donc, avec cette manière de travailler, et pour autant, évidemment, qu'on utilise des lames de terrasse de bonne qualité, ça fonctionne toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Vous avez préconisé un double lambordage, il n'y a pas beaucoup de cas où en fait on n'a pas la hauteur des sphères? On a quasiment toujours la hauteur. On a quasiment toujours la hauteur. Quand on est sur cette situation, vous voyez, moi je mets les lambourdes du dessous à champ pour avoir une bonne portée. Les lambourdes du dessus, elles sont à plat. Donc on a des plots. Si on peut prendre des plots un peu plus fins. S'il nous manque encore 3 cm, on peut mettre la lambourde du dessous, on peut la mettre à plat. Donc finalement, le double lambordage ne rajoute au maximum que 4 cm. Quand on est sur terrain naturel, on creuse et on enlève un petit peu de terre. C'est casse-pied, ça prend du temps, mais en même temps, on améliore la ventilation. Et avec ça, on est absolument certain que ça ne bougera jamais. Les rares cas où effectivement on est juste et qu'il n'y a que 6 cm et demi pour passer la lambourde et la lame de terrasse, nous on met des entretoises donc sur le même plan qui ne sont pas aussi bien mais qui contribuent à la stabilité. Moi j'ai 4 équipes de pause. Aujourd'hui, si je leur dis sur telle terrasse, pour économiser le bois, on ne va pas faire de double lambordage, ils me regardent comme si j'étais fou. Lambordage croisé comme ça, oui, lambordage croisé. Le double lambordage au sens du DTU, on n'en a pas parlé, mais lambordage croisé comme ça, ça permet de construire extrêmement rapide. Oui, il n'y a rien de mieux. Non, ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher. Ça fait il faut plus de main-d'œuvre. Oui, non, ça faut moins de main-d'œuvre. Ça fait moins de main-d'œuvre. Ça va plus vite. Il faut faire dans les deux sens. Non. Je vais vous dire pourquoi ça met moins de main-d'œuvre. Ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, vous posez vos lambourdes du dessous, vous les posez par terre, grosso modo. Vous les calez grossièrement. Par-dessus, vous mettez les lambourdes du dessus. Vous calez bien sûr le parallélisme avec des petites piges, des petits bouts de bois, pour qu'elles soient bien parallèles. Vous les assemblez ensemble avec des vis de 8,80. Et après, vous soulevez les 8-10 mètres carrés, vous vissez le plot et c'est terminé. Terminé. Donc, ça permet de construire la structure très rapidement. Alors que dans le cas contraire, vous avez vos lambourdes qui sont posées sur les plots, il faut les régler indépendamment l'une de l'autre. Dès que vous commencez à en toucher une, celle d'à côté, elle tombe, on recommence, c'est infernal. Donc on va beaucoup plus vite en main-d'œuvre, et effectivement en France, c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Bon, ça consomme un peu de bois, c'est vrai, mais non seulement ça va plus vite,
Ça permet de gérer des situations qui sont impossibles à gérer avec un lambordage simple, et ça donne une robustesse absolument à toute épreuve. La robustesse est à toute épreuve. Parce que la lame qui va se soulever, on voit bien qu'elle va tirer sur une lambourde qui est elle-même prise sur l'eau sous l'autre, avec l'autre lambourde. Voilà, donc on crée un effet de plaque qui est extrêmement efficace. Les artisans qui ne le faisaient pas et qu'on a convaincu d'essayer une fois ne font plus jamais autrement, je vous assure. Ceux qui pensent faire des économies, qui ne voudraient pas adopter cette technique pour économiser le bois, font vraiment un bien mauvais calcul. Donc typiquement, cette technique-là sera illustrée, non pas comme une obligation, mais comme une possibilité dans la prochaine version du DTU, le jour où il sortira. Au total, ça fait combien de centimètres là? Bah là, ça fait 7 plus 4 plus 2, plus le plot. Donc 13 plus le plot, donc ça fait 15 cm. Et de toute façon, avoir 15 cm d'air en dessous de la terrasse, c'est pas... ou 13, c'est plus le plot, on va dire 2 cm. Donc, c'est bien ça, de toute façon. Oui, il faut de l'air, voilà. C'est bon pour l'aération. Alors si vous êtes dans une situation où vous êtes peu ventilé, avec des points de rétention d'eau, une situation compliquée, ça peut arriver, raison de plus pour utiliser des bois à grande durabilité naturelle. Voilà. Le but, c'est pas de chercher à espacer plus. Les lambourdes du dessus, elles doivent être espacées de 50 cm, pas plus, en moyenne, 40 sur des bois un peu plus faibles, voilà, mais c'est tout. Si vous prenez, quoi que vous preniez, si vous espacez vos lambourdes de 50 cm, et 35 sur certains bois composites ou 40 sur certains autres bois composites, il n'y a jamais de problème, ça tient. Ça tient.